Et si vos résultats dépendaient moins du talent que de la façon dont vous le cultivez? Avec l'état d'esprit de croissance, l'effort devient un investissement qui transforme l'erreur en information et la critique en carburant. En quelques clés pratiques et applicables, découvrez comment passer d'un potentiel figé à une progression continue et mesurable. Carol Dweck est psychologue à Stanford. Elle étudie comment nos croyances sur l'intelligence et le talent modèlent nos comportements et nos performances. Son ouvrage Mindset présente une psychologie de la réussite fondée sur des décennies de recherche et de cas concrets en éducation, sport, entreprise et parentalité. L'édition française est connue sous le titre « Osez réussir, changez votre état d'esprit ». Le livre montre comment passer d'une vision figée à une vision évolutive. Cette bascule permet d'apprendre mieux, plus longtemps, avec davantage de plaisir. Il propose des repères simples et des pratiques testées pour guider le lecteur. Dans un monde instable et compétitif, nous devons apprendre, désapprendre et réapprendre en continu. Le culte du don décourage l'effort, dramatise l'erreur et nourrit la peur de l'échec. Cette vision figée pousse à éviter les défis, à chercher la facilité et à fuir la critique utile. Résultat, les progrès ralentissent et l'estime dépend d'étiquettes fragiles. Le livre propose une autre lecture des performances et des efforts. Il aide à repérer les croyances cachées qui sabotent la motivation et la persévérance. On y trouve des repères simples pour ajuster son langage intérieur et accueillir les retours. Pas à pas, obstacles et erreurs deviennent des informations, puis des tremplins pour la suite. Fixed Mindset signifie « je suis doué » ou « je ne le suis pas ». Growth Mindset signifie « je peux progresser avec des stratégies adaptées ». La différence oriente la manière d'aborder l'effort, l'erreur et la critique. Avec une croyance figée, on protège son image et on évite les défis. Avec une croyance évolutive, on choisit l'apprentissage et on construit sa maîtrise. L'objectif est simple et ambitieux, distinguer ses croyances pour ajuster ses actions au quotidien. Le bénéfice est concret. On gagne en clarté, on sélectionne de meilleures stratégies et on persévère plus longtemps. On commence par s'observer dans des situations réelles. Pensée automatique, réaction face à la difficulté, façon de parler de soi. Par exemple, 2 élèves reçoivent un problème difficile. Le premier renonce vite et confirme son étiquette. Le second essaye plusieurs pistes et apprend de chaque essai. On peut appliquer la même grille au sport, au travail et à la parentalité. Concrètement, cela éclaire la suite. Nos croyances ne sont pas neutres, elles déclenchent des comportements précis qui produisent des résultats précis. Se dire que l'on est nul en maths diminue l'entraînement et confirme l'étiquette. À l'inverse, croire que l'on peut progresser encourage à tester, persister et ajuster. Chaque boucle se renforce, qu'elle mène à l'échec ou à la réussite. Cette prise de conscience change la manière de lire nos propres habitudes. Par exemple, un étudiant convaincu de ne jamais comprendre l'algèbre évite les exercices. Un autre qui croit pouvoir apprendre s'entraîne et améliore ses compétences. La croyance guide l'effort façonne la stratégie et la stratégie décide du progrès. Si les boucles comptent, l'effort devient alors le levier majeur. L'effort n'est pas un signe de faiblesse, mais un chemin vers la maîtrise. Il construit peu à peu de nouveaux circuits neuronaux et renforce nos compétences. Le livre invite à changer de regard. L'effort cesse d'être une charge pour devenir un investissement qui produit des progrès durables. Plus on s'entraîne de façon ciblée, plus les résultats apparaissent. Ces résultats nourrissent la motivation et renforcent l'envie de continuer. Par exemple, un athlète qui répète ses gestes clés ou un musicien qui travaille chaque passage difficile voit ses progrès et gagne en confiance. L'endurance augmente, la pratique devient plus intentionnelle et les succès s'accumulent. L'effort prend alors un sens profond quand on choisit d'accueillir les défis au lieu de les éviter. Affronter un défi n'est pas la preuve d'un manque, c'est un signal d'apprentissage. La difficulté indique la zone où le cerveau construit de nouvelles connexions et affine ses stratégies. On quitte la sécurité pour progresser de manière intentionnelle. L'idée est d'oser des tâches légèrement au-dessus de son niveau actuel et d'ajuster pas à pas. Les micro-victoires réduisent l'anxiété et entretiennent l'élan. Par exemple, on augmente la complexité d'un exercice après l'avoir stabilisé. Puis, on ajoute une variante pour maintenir le défi optimal. Au travail, on prend une mission un peu plus exigeante et on demande un retour ciblé pour s'améliorer plus vite.
À force, la tolérance à l'inconfort grandit et l'apprentissage s'accélère. Concrètement, cela éclaire la suite. L'erreur n'est pas un verdict, c'est une information utile pour progresser. Elle révèle ce qui manque et où ajuster sa méthode. Le livre invite à quitter la honte et à adopter une lecture technique de chaque écart. On remplace la réaction émotionnelle par une analyse simple et actionnable. On identifie la cause, on formule une hypothèse, puis on teste une nouvelle approche. Par exemple, après un devoir raté, on revoit les étapes incomprises et on s'exerce sur des cas proches. Cette attitude réduit l'anxiété et accélère l'apprentissage durable. Elle construit une mémoire plus stable et un sentiment d'efficacité réel. À force, l'échec devient un repère de calibration plutôt qu'un jugement. Le regard porté sur la critique suit la même logique. Les critiques ne sont pas des attaques, elles sont un carburant de progression. Avec un état d'esprit figé, on se défend et on justifie. Avec un état d'esprit de croissance, on écoute, on extrait des pistes et on teste. Le livre propose une posture simple, séparer le message de l'ego. Chercher l'information précise et la prochaine action. Demander des retours ciblés réduit l'angle mort et améliore la stratégie. Par exemple, tu peux dire à un collègue « qu'améliorer en priorité ». Puis tu essaies une modification et tu mesures l'effet. On transforme alors la critique en boucle d'apprentissage. On itère plus vite, on gagne en finesse, on corrige plus tôt. Cette approche demande du courage, mais elle paye. Les objectifs eux-mêmes doivent soutenir cette logique. Concrètement, cela éclaire la suite. Un objectif de performance vise à paraître bon et à protéger son image. Un objectif d'apprentissage vise à devenir meilleur et à élargir ses stratégies. Le livre invite à choisir le second dans les phases d'entraînement et d'exploration. On réduit l'évitement du risque et on augmente la curiosité méthodique, on planifie des essais, on mesure, on ajuste, puis on retente. Le bénéfice est clair, moins de stress lié au jugement et plus de progrès stable dans le temps. Par exemple, viser maîtriser les intégrales par partie guide l'étude et les exercices. Viser avoir 18 sur 20 pousse à bachoter et à éviter les tâches nouvelles. En pratique, alterner courte évaluation et longue séquence d'apprentissage maintient l'élan sans flatter l'ego. Ce point nous mène à la façon dont le langage des adultes oriente ses choix. Louer le processus renforce la motivation plus sûrement que louer la personne. Quand on étiquette quelqu'un comme brillant, il craint l'erreur et prend moins de risques. Quand on souligne la stratégie, l'effort et la méthode, il voit ce qui dépend de lui et il progresse. Le livre recommande des retours concrets et situés dans la tâche. Dire par exemple « J'ai aimé ta stratégie, tu as testé 2 approches et tu as vérifié tes erreurs ». Ce type de message nourrit l'envie d'apprendre et la persévérance. Il oriente l'attention vers les choix utiles. On cherche ce qui a fonctionné, ce qui reste fragile, puis la prochaine étape. À la maison comme au travail, ce langage développe un sentiment d'efficacité et d'autonomie. Concrètement, cela éclaire la suite vers une culture partagée de croissance. Construire une culture de croissance demande des rituels clairs. L'objectif est d'aligner normes, pratiques et systèmes avec l'apprentissage continu. La prise de risque devient plus sûre et la progression se diffuse. On peut en créer des moments réguliers pour partager les leçons. Par exemple, un rituel Learnings de la semaine où chacun raconte une tentative et une idée testée. On ajoute des revues d'échecs brèves et sans blâme, avec prochaines actions définies. On soutient des parcours de mentorat reliant novices et pairs avancés. Les leaders modèlent un langage de progrès et célèbrent l'effort intelligent. Les équipes notent ce qui marche, ce qui reste fragile, puis les prochains essais. À ce rythme, les obstacles deviennent des ressources et les réussites se transmettent. Ce point nous mène à la synthèse des principes essentiels. L'état d'esprit orienté fort, gestion d'erreurs, accueil critique, puis trajectoire d'apprentissage durable et performance. Valoriser processus et stratégie renforce motivation intrinsèque, persévérance, auto-efficacité et plaisir d'apprendre durablement. Fixer objectif d'apprentissage réduit évitement du risque, augmente exploration méthodique, construit compétences transférables et résilientes. Adopter feedback précis transforme l'erreur en information actionnable, guide ajustement tactique et accélère maîtrise durable. Louer le processus plutôt que la personne développe autonomie, stratégies efficaces, métacognition et culture professionnelle de progression.
Adopter le growth mindset n'est pas un entraînement abstrait. Il commence maintenant. Choisis l'effort intelligent, observe tes erreurs sans drame, demande des retours concrets, ajuste ta stratégie, répète. Fixe des objectifs d'apprentissage clairs, planifie de petites étapes et célèbre chaque progrès. Pas à pas, tu développes des méthodes fiables, tu transformes obstacles et critiques en informations utiles et tu deviens la personne qui progresse vraiment. Abonne-toi pour la suite. Quel livre veux-tu qu'on résume ensuite?